Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Donc c'est parti pour l'analyse les gars. J'espère que vous êtes bien prêts parce que là, il y a du boulot. Pourquoi? Parce que ça va être grandiose. Parce que je pense que Elbaf s'annonce déjà être l'arc le plus incroyable de One Piece. Parce qu'en fait, on pensait être dans un pays féerique avec un petit Loki, machin. Non, ça va pas se passer comme ça. Je pense que Loki va avoir un intérêt et je pense sincèrement que c'est quelqu'un de gentil. Mais bref, on va commencer par le début et on attaquera un petit peu la suite juste après. Donc let's go. Donc premièrement, les premières informations, on va parler de tout ce qui est Mugiwara, tout ça, et après on s'attarde sur la fin du chapitre parce que c'est là où se trouve le gros des informations. Donc on a Lilith qui a préparé quelque chose en amont. Elle a même un clone du Stella. Donc voilà, hein, tout ça pour vous dire que le Stella est bel et bien vivant et qui va bel et bien revenir. Pourquoi? Parce que voilà, pour le tuer, il va falloir tuer sa conscience. Et tant que son fruit du démon n'a pas quitté son corps, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Donc ça, c'est une certitude maintenant, on peut le certifier. Et du coup, là, ce qui va être intéressant, c'est le rôle que vont jouer tous les Vegapunk. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est très simple. Il y a une partie des Vegapunk qui est avec Dragon, le Stella, donc qui va sûrement rester à Elbaf pour étudier les livres, etc., le siècle oublié. Et il y a Lilith qui va rester avec les Mugiwara pour pouvoir transférer un petit peu toutes les informations à tous les autres Vegapunk. Et chacun de leur côté pourront avoir tout simplement des informations cruciales. Pourquoi? Parce que, en fait, à la fin de l'histoire, il va falloir que Dragon soit au courant de tout ça pour pouvoir prendre parti du bon côté, faire les bons choix, etc., la connaissance autour du One Piece, autour des armes antiques qui vont servir à la fin. Tout ça, c'est des connaissances qu'il va falloir partager avec tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'Oda a construit tout ça, à mon sens. Mais bref, on verra ça plus tard. Dans tous les cas, j'en suis quasiment convaincu. Ensuite, on a donc Loki qui discute avec une personne qui s'appelle Mossa. On connaît pas du tout cette personne. On sait pas ce que Loki prépare. Mais là, j'ai l'impression que Loki est vraiment présenté comme quelqu'un d'horrible. On l'a vu déjà plein de fois grâce au mariage, le fait que Laura n'a pas voulu se marier avec lui. Tu vois, ça le met du côté des méchants. Ensuite, on a vu le fait qu'il ait fait quelque chose en contradiction avec les lois d'Elbaf. Loki s'est mis Elbaf à dos en faisant un acte que, voilà, malheureusement, on ne sait pas encore. Et tout ça fait en sorte qu'il est présenté comme un méchant. Mais je pense sincèrement que peut-être que lui avait cerné un petit peu ce qui se passait tout en haut et que c'est peut-être lui qui est le plus proche de la vérité et c'est peut-être pour ça qu'il a voulu se battre contre tout simplement les personnes de l'île. Bref, dans tous les cas, on va discuter de tout ça après, ça va être colossal. Donc voilà. Et finalement, la plus grosse information, pour moi la plus importante, tourne autour du château d'Elbaf. Donc voilà, le château d'Elbaf qui se trouve à la cime de l'arbre. Combien de fois je vous l'ai dit ça les gars, la cime de l'arbre. Donc moi je pensais que c'était plutôt Asgard, quelque chose en rapport avec tout simplement la mythologie viking, mythologie nordique. Mais je vous avais aussi dit les gars, oubliez pas les fables, haricots magiques, etc. Les géants qui vivent au-dessus des nuages. Bref, tout était dit les gars. Et là je peux encore me féliciter d'avoir validé cette théorie encore une fois. Donc voilà, encore un château à la cime de l'arbre. Et à l'intérieur on voit qui? Deux personnages qu'on ne connaît pas, avec une cape noire, qui apparaissent dans un cercle magique. Donc voilà, ça donne énormément d'informations, mais ça en soulève plus que ça donne de réponses. Donc là, on va décrypter un petit peu tout ça. Donc premièrement, l'information la plus colossale, c'est l'apparition de Shanks. Donc là, on a une personne qui ressemble trait pour trait à Shanks, qui a une cape, donc c'est la même cape que celle qu'on a vue dans le chapitre 907. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment Shanks, et qu'en fait, voilà, il a peut-être un double jeu, peut-être que voilà, il essaye de faire le mec gentil, en fait c'est un mec méchant. Même si j'y crois pas une seconde, c'est quelque chose qu'il faut pas écarter, étant donné que Shanks, il a la capacité de se déplacer, comme on l'a dit. Il a la capacité un petit peu de se mouvoir où il veut, quand il veut. Donc, c'est quelque chose qui pourrait pas être impossible pour lui. Même si, personnellement, j'y crois pas une seconde. Pourquoi? Parce que moi, mon avis, c'est que cette personne, qui ressemble très pour très à Shanks, c'est soit son frère jumeau, soit un clone de Shanks, tout simplement, ou soit un clone de Garling. Ça pourrait être très bien un clone de Garling, et qu'en fait, les trois filles Garland qu'on connaît seraient tout simplement la même personne, et en fonction de comment ils ont grandi, comment ils ont évolué, eh ben, ils sont devenus des personnes totalement différentes. Donc ça pourrait être intéressant parce que ça montrerait un petit peu tout l'envers du décor. Pourquoi Shanks aurait évolué de cette façon? Pourquoi Garling et en même temps Shanks bis aurait évolué de cette façon? Donc vous comprenez que ça pourrait aussi donner un intérêt crucial à Oda dans le sens où il pourrait développer ses personnages correctement avec une belle histoire, avec des moments intimes entre Roger et Shanks, mais aussi des moments peut-être difficiles entre
contre les Gorosei tout simplement. Donc ça, c'était pour Shanks. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est que Shanks, en tout cas la personne qui ressemble à Shanks, il a une cape noire. Et en fait, cette cape noire, quand tu la prends en compte, tu réfléchis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui portent ce genre de cape. Les seules personnes qu'on connaît qui portent ce genre de cape, les gars, ce genre de cape, les gars, c'est tout simplement les chevaliers divins. En fait, là, ce que ça pourrait dire, c'est que potentiellement, cette personne fait partie des chevaliers divins. C'est peut-être la nouvelle personne à la tête des chevaliers divins depuis que Garling a quitté son poste et a rejoint le Gorosei. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très probable, peut-être quelque chose de très logique, étant donné qu'on aura besoin d'ennemis colossaux pour pouvoir affronter tous les alliés des Mugiwara. Je l'ai déjà dit plein de fois, les gars. N'oubliez pas, si Luffy, Dragon et Shanks s'allient déjà tous les trois contre le Gorosei, je suis pas sûr que le Gorosei puisse s'en sortir assez facilement. Donc forcément, il va falloir des forces armées du côté du Gorosei. Et en plus, là, je parle que de petits alliés. Il suffit de rajouter tous les pays affiliés à Luffy, tous les pays affiliés à Dragon, toutes les supernovas, l'eau, etc. Tu vois, c'est des personnages qu'on veut revoir à la guerre finale. Donc forcément, tout ça, ça fait beaucoup trop de monde contre les Gorosei. Et là, je vois que Oda prépare un peu le terrain. Donc on aura Garling, on aura maintenant le sosie de Shanks, on a Imusama, les Gorosei, on a vraiment beaucoup de personnages ultra puissants. Ça va être très compliqué pour la guerre finale, même si je vous le dis tout de suite, les gars, c'est pas fini. Je pense qu'il y a énormément de personnages qui vont rejoindre le gouvernement mondial, comme par exemple Barbe Noire, comme par exemple, je sais pas moi, des clones d'autres personnages, hein, comme des personnages des Rocks, etc., etc. Je pense que c'est des choses qui sont très probables. Donc ça, c'est pour ce côté-là. Pour le côté de la cape, chevalier divin, etc. Bon, je me suis un peu égaré, mais c'est pas très grave, parce que, tout simplement, pour moi, cette personne fait partie des chevaliers divins, et en fait, il faut comprendre qu'il y a un lien entre les chevaliers divins et Elbaf. C'est là où se situe toute l'intrigue et toutes les informations pertinentes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun lien qui devrait les lier. Pourquoi? Encore une fois, parce que simplement, Elbaf n'est pas affilié au gouvernement mondial. Le fait que ces personnes puissent se téléporter et arriver sur cette île de cette manière, dans le château le plus haut de l'arbre, c'est quelque chose qui est pas du tout logique. Donc ça pourrait donner des informations comme quoi, potentiellement, dans le château, au sommet de l'arbre d'Adam, vivaient potentiellement, avant le siècle oublié, les Tenryubito, et que ce serait peut-être la terre qu'ils ont décidé d'abandonner pour pouvoir rejoindre Red Line. Ça, c'est une possibilité. Pourquoi? Parce que regardez ce qui s'est passé à God Valley. À God Valley, les Tenryubito ont été offusqués qu'une île puisse s'appeler God Valley, donc la vallée des dieux. Donc ils ont décidé de l'attaquer, de la détruire, et aujourd'hui, il n'y a plus de God Valley. Cependant, on a bel et bien une île aujourd'hui qui s'appelle, enfin une partie de l'île en tout cas, qui s'appelle le paradis. Donc peut-être que les Tenryubito, ils auraient pas laissé en temps normal une telle offense, le fait que le paradis se trouverait sur une terre, une île autre que la leur, et potentiellement c'est parce que tout simplement c'est eux qui ont donné le nom du paradis, le nom de l'arbre à Elbaf. Et on sait que Elbaf c'était un continent gigantesque, et rappelez-vous un petit peu au siècle oublié, c'était les personnes des continents qui se battaient contre Joy Boy. C'était l'alliance justement des 20 fondateurs, donc voilà, qui habitaient le continent, qui ont attaqué Joy Boy. Et du coup, ça ressemble étroitement au fait que, voilà, les 20 pays fondateurs, le fait que les îles restantes dans le monde sont tout simplement des vestiges d'un ancien continent gigantesque, ça montre un petit peu tous les liens et tous les parallèles qu'on peut faire. Donc en fait, là, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'on a d'une part un lien entre le gouvernement mondial, les dragons célestes, les chevaliers divins et Elbaf. Déjà, ça, c'est pour moi quelque chose de colossal. Ils ont pu se déplacer d'une manière tellement simple qui est pas logique. Normalement, ils pourraient pas s'approcher d'Elbaf parce que voilà, c'est un terrain défendu. Comme on l'a vu avec Ed, il fallait que Saturne soit sur l'île pour invoquer les autres. Donc ça, on verra bien, mais c'est des choses qui sont, pour moi, en tout cas, pertinentes. Et du coup, quand on voit un petit peu l'évolution d'Elbaf, l'évolution des informations qui sont en train de se passer, on peut facilement se dire que la finalité d'Elbaf, donc la fin d'Elbaf, va tout simplement, encore une fois, se terminer entre un affrontement entre le gouvernement mondial et potentiellement les Mugiwara et leurs alliés. Donc là, on comprend qu'en fait, Oda, il veut intensifier le combat entre le gouvernement mondial et leurs alliés. Et en plus, je vous l'avais déjà dit avec Ed, les gars, c'est totalement logique, et ce serait même illogique que le gouvernement mondial ne suive pas les Mugiwara, parce que ça y est, ils ont découvert que Nika était encore vivant, ils ont découvert que les Vegapunk étaient encore vivants, et juste pour ça, il faut qu'ils aillent tout simplement poursuivre ces personnes-là. Et qu'est-ce que je vous avais dit, les gars, en plus à l'époque? Je vous avais dit, je suis sûr que les chevaliers divins vont être envoyés. Pourquoi? Parce que déjà, il faut faire entrer les chevaliers divins un petit peu dans One Piece, tu vois, avec des petits mystères. On va envoyer les personnes les plus faibles au début, histoire de créer une hype autour des chevaliers divins. Et le meilleur endroit, c'est Elbaf, parce que Elbaf, pour moi, c'est le dernier arc, dernier gros arc, dernier arc de développement avant la fin du manga, tu vois. Pour moi, après, il y a Roadstar, ça va être un arc de transition, et après, il y a Raftel, découverte, etc., etc. Donc peut-être une bataille entre pirates, entre empereurs, mais à part ça, pour moi, il n'y aura pas d'arc de développement, tu vois. Et après, la guerre finale, vous connaissez. Donc
voilà, tout ça pour vous dire que je vous avais dit comme quoi potentiellement le gouvernement mondial jamais il pourrait laisser passer une telle offense. On a vu qu'Imusama, la dernière fois qu'elle a parlé à Saturne, elle lui a dit non mais comment t'as pu laisser s'échapper Nika ou Joey Boy, je me rappelle plus, vous me pardonnerez sur ça, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Eh ben, elle a directement tué Saturne pour ça. Donc je pense que la mission principale d'Imusama, en tout cas ce qui lui tient le plus à cœur, c'est la destruction de Nika, et elle va passer par d'abord les Chevaliers Divins et ensuite potentiellement Gorosei. On verra bien comment va se terminer cet arc et même l'arc prochain. Donc voilà, je fais une petite pause et après on passera aux autres informations parce que ça encore c'est vraiment le haut du panier, il reste encore beaucoup d'informations. Alors, HP Mousse, les révolutionnaires aussi mais bizarre. Ça équilibrer les puissances pour la bataille finale si on a des gens du calibre du Gorosei. Soit il dirige Elbaf dans l'ombre, bizarre, soit il y a quelqu'un d'assez puissant pour repousser le gouvernement mondial puisqu'apparemment ils peuvent se téléporter facilement. Il faut un doyen sur place, donc ouais salut Captain Kid, mais oui c'est vrai, il faut un doyen sur place pour se téléporter comme je l'ai dit juste avant. Donc dans tous les cas, il y a quelqu'un sur place, tu vois. Donc ça montre un petit peu, comme je vous l'ai dit, le lien qu'il y a entre Elbaf et le gouvernement mondial. Mais en fait, pour moi, c'est logique et un petit peu bizarre en même temps. Je pense que soit il y a un lien sombre, et c'est peut-être pour ça que Loki a attaqué. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que si Loki a attaqué, a mangé le fruit du démon en question, a attaqué un petit peu Elbaf, tout simplement, c'est potentiellement parce qu'il a appris la vérité sur le fait que ses dirigeants s'allient au gouvernement mondial, les personnes ennemies du dieu du soleil, et du coup, ça fera en sorte que Loki soit bel et bien gentil, et que les habitants d'Elbaf, tout comme dans la mythologie viking, à Asgard qui se situe à la cime de l'arbre, soient tout simplement les méchants, et qu'à la fin, cette partie de l'île soit détruite. En tout cas, Asgard soit détruite dans l'arbre d'Yggdrasil. Donc déjà, tout prend sens pour l'instant, tout est ok. Et en plus de ça, ça expliquerait pourquoi aussi le fruit du démon que Loki a mangé n'est pas le Ito-Ito-no-Mi. Et ça expliquerait aussi beaucoup de choses. Tout ça pour vous dire que le fruit de Loki, logiquement, en tant que géant, en tant que personne qui respecte Nika, tu vois, les fables de Nika, etc., la logique veut que Nika soit le dieu et la personne qui veulent tout simplement voir comme étant la plus haute puissance d'Elbaf en tout cas, tu vois. Et quand on prend ça en compte, on voit clairement que le Ito-Ito-no-Mi n'a pas été à Elbaf parce que Luffy l'a mangé. Ça voudrait dire que potentiellement quelqu'un de mèche dans le château a échangé les fruits pour pouvoir le donner au Gorosei, au gouvernement mondial, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, mais en tout cas les Gorosei l'ont dit, le Ito-Ito-no-Mi, ça fait longtemps qu'ils ont essayé de mettre la main dessus, mais à chaque fois il arrive à s'échapper. Et peut-être que là, c'est une des fois justement où il arrive à s'échapper. Donc peut-être qu'ils ont réussi à récupérer le Ito-Ito-no-Mi, mais par malchance, il a réussi à s'égarer d'une manière dont on connaît pas trop la raison, tu vois. Donc, encore une fois, les gars, on pourrait imaginer que des personnes dans le château, ennemies de Loki, aient décidé d'emprisonner Loki parce que il allait à l'encontre de leur directive et qu'au final, Loki, lui, ce qu'il voulait, c'est être libre et ne pas être affilié au gouvernement mondial. Et là, peut-être que l'affiliation, habituellement, on a l'habitude de voir une affiliation de type officiel, mais peut-être que là, c'est une affiliation officieuse. Parce que peut-être que les géants d'Elbaf, jamais ils plieraient devant le gouvernement mondial, mais potentiellement qu'ils plieraient devant la personne la plus puissante d'Elbaf. Et si la personne la plus puissante d'Elbaf accepte d'obéir au gouvernement mondial, vous avez compris assez facilement que, voilà, la finalité veut que ce soit les disciples du gouvernement mondial. Donc en fait, on pensait être sur une île féerique, une île libre, une île qui appartiendrait à personne, et au fait, non. Oda nous a complètement retourné le cerveau parce que potentiellement, tout ça, c'est complètement l'inverse qui est en train de se passer. Donc voilà, là j'ai fait le tour d'énormément d'informations, je sais pas si j'ai tout dit, je vais essayer de voir, mais dans tous les cas, on aura toute la semaine pour en parler et je vous donnerai toutes les informations. Donc voilà, je récapitule pour la fin et après on s'arrête pour la partie analyse et théorie. Donc c'est simple, mis à part toutes les informations par rapport à Lilith, par rapport aux révolutionnaires, par rapport à Loki, là on a un chapitre qui nous donne énormément d'informations, mais voilà, ça reste que des théories vu que malheureusement on n'a pas de confirmation. On a donc une personne qui potentiellement, au vu de son accoutrement, au vu de sa cape, au vu de sa ressemblance avec Shanks, peut faire partie des chevaliers divins. Cette personne-là, elle a accompagné de quelqu'un d'autre, elle a été invoquée via un cercle magique, et ce cercle magique, soit il vient d'un pouvoir type Imsama, démoniaque, etc. Soit il vient d'un pouvoir différent qui pourrait s'apparenter au Bifrost, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont complètement possibles. Ça expliquerait, comme je l'ai déjà dit, l'arrivée de Shanks à Marineford à une vitesse phénoménale.
Donc ça, c'est une chose. Ensuite, grâce à ces informations, on peut supposer que la personne en question soit pas Shanks, que ce soit un clone, que cette personne en a potentiellement après les Mugiwara, hein, parce que pour moi, soit elle gouverne dans l'ombre Elbaf, soit elle en a après les Mugiwara, et c'est forcément Im-sama qui décidait d'envoyer ces personnes à Elbaf pour accomplir leur mission. Et du coup, on a tous les parallèles, déjà d'une part par rapport à Elbaf, le château dans le ciel, les géants, Asgard, la divinité, le paradis, vous avez capté, et le parallèle entre les dragons célestes qui se prennent pour des dieux, etc., etc. Ça pourrait expliquer aussi tous les liens qu'il y a entre le côté divinité et le côté asgardien, parce que voilà, ça pourrait expliquer le fait que ils se prennent pour des dieux étant donné qu'ils vivaient au paradis. Vous avez compris? Et en plus, là, le parallèle entre Skypiea et Elbaf commence à se faire ressentir de plus en plus. Donc ça, j'adore, je trouve ça légendaire. Ce que je pourrais ajouter, c'est tout ce qui se passe par rapport au passé, par rapport aux théories. Donc je vous ai expliqué par rapport au fruit du démon. On a un fruit du démon qui était respecté à Elbaf comme étant le fruit le plus important. Et au final, ce qu'on voit, c'est que ce fruit-là n'est pas le Ito-Ito, alors que tout simplement, le Ito-Ito, c'est le fruit de Nika, c'est le fruit d'Elbaf, entre guillemets, de l'âme d'Elbaf, de l'âme des géants par rapport aux fables, etc. Hein. C'est quelque chose qui est très présent, Dieu Soleil et tout est vraiment très présent dans Elbaf. Et là, le fait qu'il soit pas là-bas, tout simplement, ça se peut que ce soit à cause du fait qu'il a été échangé par une personne sombre qui pourrait très bien s'apparenter aux personnes qu'on a vues ici même. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a Loki qui pourrait tout simplement être une bonne personne étant donné que lui, il a compris un petit peu tous les enjeux et toutes les mauvaises choses qui tournaient à Elbaf. Mais là, on comprend comment sa défaite aurait pu être. Tu vois, ça peut être une défaite de Shanks, ça peut être une défaite de son clone, il y a tellement de possibilités. Mais je pense quand même que là, c'est Shanks qui l'a arrêté et qu'en fait, il s'est trompé. Ça se peut que Shanks s'est trompé, tout simplement, qui pensait faire le bien et qu'au final, il a fait le mal en arrêtant une personne qui était potentiellement dans le bon. Et au final, lui, avec peu d'informations, avec sa jeunesse, etc., il n'était pas encore empereur ou il venait tout juste d'être empereur. Peut-être qu'il a fait quelque chose qu'aujourd'hui il regrette et il peut plus revenir en arrière, tu vois. Potentiellement, je dis bien potentiellement, on verra bien. Donc voilà. Après, il y a tous les liens entre le Gorosei et Elbaf, tout ce qu'on a dit pendant le live, je vais pas tout détailler ici, mais vous avez compris que pour moi, 80% des informations se trouvent dans 20% du chapitre. C'est vraiment légendaire. On a vraiment un chapitre de qualité, et dans tous les cas, il y aura 2 analyses et théories qui vont arriver demain et jeudi, ou vendredi, on verra, parce que, voilà, on aura les spoils complets et la réaction au chapitre. Donc voilà, là, on aura besoin des spoils complets pour avoir des détails bien plus profonds, et on aura aussi besoin du chapitre, les gars, pour avoir des détails visuel, le cercle magique, etc., etc. Vous avez compris que tout ça va être important cette semaine. Donc voilà, soyez présents les gars, comme ça, vous aurez toutes les infos. Et dans tous les cas, voilà, j'ai tellement de choses à dire, je préfère pas trop m'étaler là-dessus, mais je ferai quelque chose de concis, vous inquiétez pas, je ferai quelque chose de qualité. Donc voilà les gars, merci pour la team YouTube d'avoir regardé ce live. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, énormément de théories, énormément d'analyses, énormément de choses. Et en plus de ça, c'est que le début, parce que très prochainement, on va continuer avec les spoils complets et le chapitre. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir comme d'habitude, vous connaissez, like, le follow, vous avez les souscription si vous voulez participer de manière financière, mais sinon les gars, faites-le que si vous avez envie, que si vous pouvez comme d'habitude. Sinon vous avez le Discord, c'est là où je mets toutes les informations autour de One Piece, que ce soit au niveau des spoils, au niveau de l'actu, au niveau des épisodes. Vous avez même des informations sur des mangas complémentaires. Donc voilà, si vous êtes trop en attente de One Piece, vous cherchez un petit manga de sabreur légendaire, Kakurabachi, si vous cherchez un petit manga sympathique, n'hésitez pas, vous avez même l'adaptation de Edge, j'ai fait une grosse vidéo dessus. Donc ouais les gars aussi, n'oubliez pas, allez dans les vidéos, vous allez dans la playlist manga, vous avez des vidéos ultra bien travaillées, histoire d'avoir quelque chose de cohérent avec des informations qui vont potentiellement vous éclairer sur le manga ou tout simplement vous faire découvrir un manga légendaire. Donc n'hésitez pas, j'en ai fait 3-4 vidéos comme ça, faites-vous plaisir, voilà, c'est cadeau les refs. Et voilà, sinon à part ça, vive les jeux vidéo, vive One Piece, on se retrouve très très vite.